Si vous êtes un créateur et que vous cherchez à créer votre projet ou votre entreprise, vous allez entendre toujours la même phrase. Qu'est-ce qui vous différencie ? La remarque est toujours pertinente, on vous demande d'être original, d'être différent, mais malheureusement, on ne vous donne pas souvent la recette pour vous faire remarquer. D'ailleurs, la plupart des conseillers ou des incubateurs qui vous conseillent d'être différent ne l'appliquent même pas eux-mêmes, puisqu'ils font la même chose que des centaines d'autres conseillers. Et la raison est simple, il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté pour être original. On ne devient pas Salvador Dali en se laissant pousser la moustache. Vous n'êtes pas censé savoir comment faire en un claquement de doigts. Et c'est aussi pour ça que la plupart des projets se ressemblent. C'est plus facile de copier ce qui existe que d'inventer du neuf. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Nike, car malgré son statut aujourd'hui incontestable, Nike a longtemps été le petit pousset face à des marques comme Adidas ou Puma. On va utiliser cette plongée dans les débuts de Nike pour comprendre les règles qui permettent de se distinguer des autres, et ça, même dans un environnement hautement compétitif comme celui de Nike. Si vous êtes un créateur, ça vous aidera à trouver votre propre voie pour vous différencier de ce qui existe déjà et grandir plus rapidement. Et si vous êtes un entrepreneur, vous allez trouver des règles essentielles à appliquer pour développer votre projet. En 2016, le fondateur de Nike, Phil Knight, a révélé les coulisses des 15 premières années de la création de Nike dans un livre intitulé Shoe Dog. Il y partage un principe essentiel de Nike qui lui a permis de faire grandir son projet plus vite. Et cela alors qu'à la même époque, Adidas et Puma sont des multinationales énormes qui dominent le marché. Ce principe, c'est qu'il faut apprendre à casser les règles pour marquer les esprits. En 1964, quand Phil Knight décide d'importer des chaussures venues du Japon pour les vendre sur le marché américain, il n'a pas d'économie en poche et aucune expérience du marché de la chaussure. On est à l'époque loin de la success story que l'on connaît actuellement. Mais Phil Knight cherche dès le début à appliquer son mantra à la lettre. Il cherche à aller à l'encontre des conventions autant que possible. Il s'associe d'abord avec quelqu'un d'assez unique dans le monde de la course à pied, son ancien coach, Bill Bowerman. Bill, c'est un obsédé de la course à pied, qui s'est toujours occupé d'excellents coureurs américains au niveau national. C'était un coach incroyable, un maître à motiver ses coureurs et un leader naturel. Il était obsédé par la performance et l'importance de ce que mettaient au pied ses coureurs. Mais malgré que Phil ne soit pas le meilleur de l'équipe, loin de là, c'est un excellent cobaye pour toutes les expérimentations de Bill. Et donc, suivant le principe de Phil, ils décident de ne rien faire comme les autres. Ils mettent toute leur énergie à créer des chaussures différentes. Non seulement elles venaient du Japon, mais Bowerman avait une obsession, celle de toujours tester de nouvelles formes de chaussures. Quand Adidas et Puma s'associaient à l'époque aux plus grandes stars pour promouvoir leurs chaussures, Bill Bowerman est chez lui, dans son garage avec sa cave à ciment, en train de mélanger des produits chimiques pour créer le polyuréthane. Mais ça ne s'arrête pas aux chaussures. Là où Adidas, Puma ou Brooks dépensaient à la même époque des millions en publicité télé pour vendre leurs produits, Nike a choisi une approche originale. Comment peut-on parler aux coureurs différemment pour marquer leurs esprits ? Et ils sortent leur première publicité qui s'appelle No Finish Line. Ils font le choix d'un coureur que personne ne connaît pour mettre en avant leur mentalité qui est battre la compétition est relativement facile, mais se battre contre soi-même est un engagement qui ne se termine jamais. Ils s'appliquent dans tout ce qu'ils font à être remarquables. L'une des personnes qui a le mieux théorisé ça, c'est l'auteur américain Seth Godin dans son livre Purple Cow. Consumers don't care about you at all. They just don't care. Part of the reason is they got way more choices than they used to and way less time. Cows are invisible. Cows are boring. Who's going to stop and pull over and say, "Oh, look, a cow"? Personne ne prendrait le temps de regarder une vache dans un champ, mais une vache violette, ça oui. Et pendant les 10 premières années de Nike, c'est une légende qui se construit petit à petit dans le milieu des coureurs. Nike n'est pas une entreprise comme les autres, elle choisit de faire les choses différemment. Et cette réussite progressive s'ancre dans une idéologie et un mouvement qu'il s'applique à créer différemment. Dès le début de l'aventure Nike, Phil Knight et Bill Bowerman avaient une habitude. Ils se rendaient chaque week-end sur tous les meetings d'athlétisme de l'Ouest américain pour vendre leurs chaussures depuis le coffre de leur voiture. Et bien au-delà de leurs objectifs de vente, ils y allaient parce qu'ils avaient un parti pris fort à partager. Les coureurs de fond sont des anomalies de la nature. Si le running est aujourd'hui plus qu'accepté dans nos vies, c'était à l'époque très éloigné de la franche camaraderie des sports d'équipe américains, et du public qui y était associé. Quelle sorte de fou aurait voulu dévouer sa vie à courir seul, avec pas un seul fan aux abords du stade ? Mais Phil Knight, lui-même ancien coureur de fond, avait une conviction forte qu'il voulait partager avec tous les coureurs. Ceux qui courent ont une détermination et une force intérieure incroyables qui dépassent les autres sports. Ils sont prêts à endurer la solitude pour étreindre un succès dont ils sont les seuls responsables. Et cette conviction, bien loin d'être anodine, a créé des liens très forts entre Nike et les premiers fans qui ont commencé à le suivre et à soutenir l'initiative de Phil et Bill. C'est quelque chose que l'on retrouve souvent chez des marques qui créent un mouvement fort. Ils passent tout leur temps à forger des relations avec leurs premiers fans, ceux qui vont partager la bonne parole avec le grand public. Derek Sivers, l'ancien fondateur de CD Baby, l'explique très bien dans cette vidéo. Remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Rappelez-vous toujours de traiter vos premiers fans comme des égaux. Tout est à propos du mouvement
et pas de vous personnellement. Et cette conviction forte de Phil Knight se retrouve très justement dans le Just Do It, qui est devenu l'emblème culturel de ce mouvement qu'il incarne si bien. Ils ont construit année après année une idéologie innovante, basée sur ce que Phil Knight appelait le Combative Solo Willpower. Et c'est ce parti pris-là, décliné dans toutes leurs initiatives, qui a permis à Nike de transformer une idéologie en mouvement. Si j'arrêtais la vidéo là, on aurait tendance à croire que le succès de Nike ne s'est construit que sur l'originalité ou sur leur idéologie qui a créé un mouvement. Mais c'est sur ce point que beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs font une erreur. On a tendance à croire bien à tort que la différence ne se fait que par l'originalité. Mais la rigueur et les essais répétés créent un gouffre entre ceux qui créent et testent inlassablement et ceux qui essayent de manière sporadique. Dès le début de l'aventure Nike, Phil essaye de vendre des chaussures importées à différents magasins de l'Oregon. Mais les responsables de magasins refusent car ces chaussures sont trop similaires à d'autres de courses qui existent déjà sur le marché. Mais Phil ne s'arrête pas là. Il se rend directement sur les meetings. Il a une foi inébranlable dans son produit et il a à cœur de servir les coureurs de fond. D'ailleurs, le début du livre de Shoe Dog est très significatif. Phil explique ce qu'il s'est dit avant même de commencer à créer Nike. Laisse les autres dire que ton idée est folle, applique-toi juste à continuer. Juste à continuer, peu importe ce qu'il se passe, continue. L'un de mes entrepreneurs préférés, Justin Jackson, l'explique très bien dans un article qu'il a nommé Focus on your own shit. Concentre-toi sur ta propre merde. Plutôt que de se laisser prendre par l'envie et l'anxiété de voir les autres faire des choses, il vaut mieux se concentrer sur son propre travail et réfléchir à comment servir son audience. C'est une des erreurs que font la plupart des apprentis entrepreneurs ou créateurs. Ils se plaisent plutôt dans le fait de s'imaginer avec du succès ou une audience avant d'être prêts à réellement endurer les souffrances que cela demande. On veut par facilité trouver tout de suite la bonne solution pour avoir du succès. Mais on oublie que la meilleure manière de le trouver est d'essayer sans cesse de nouvelles choses jusqu'à trouver ce qui marche. Les meilleurs créateurs, entrepreneurs ou artistes le racontent d'ailleurs très bien. Ils essayent sans cesse de nouveaux formats, et quand finalement cela finit par marcher, on se dit que c'était évident. La leçon de Phil Knight est importante ici, il ne sait rien quand il commence à vendre des chaussures, mais au bout de quelques années avec des essais en dents de scie, il finit par trouver exactement son modèle, et les ventes doublent d'année en année. Quand on prend un peu de recul sur l'histoire de Nike, on se rend compte que c'est un savant mélange d'originalité, d'essais infructueux, et de volonté de créer une idéologie forte qui leur a permis de se distinguer. Et pour ces raisons, je trouve que l'exemple de Nike est une super démonstration de ce qu'un projet qui pourrait être anodin peut faire en ajoutant une touche d'originalité, des essais jusqu'à trouver le bon format, et la volonté de créer un mouvement pour rassembler. C'est donc pour moi une très belle leçon de créativité à appliquer quand on démarre. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un nouvel essai un peu plus analytique que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'exemples qui existent déjà. Je pense que c'est également la vidéo sur laquelle j'ai passé le plus de temps depuis le début de ma chaîne. J'avais envie d'aller au fond des choses et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, ça me fera immensément plaisir et surtout ça me permettra de continuer à produire de bonnes choses pour vous aider à progresser dans la créativité. Abonnez-vous et parlez de la chaîne autour de vous. À bientôt! This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test.